Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct d'Azerbaïdjan à Bakou où je vais te parler aujourd'hui un petit peu de start-up. Tu le sais, si tu me suis depuis un petit moment, j'investis dans pas mal de start-up depuis ces dernières années dans le monde entier et j'aimerais te partager aujourd'hui 5 critères que je regarde de façon vraiment extrêmement importante avant d'investir dans une start-up. Alors évidemment, je ne me résume pas qu'à 5 critères, j'en regarde bien plus que ça, mais pour que cette vidéo soit pas trop longue, je t'en propose 5 qui sont extrêmement importants et qui sont, selon moi, parmi les plus importants, même s'ils sont évidemment tous importants. Ok? Donc en fait, avant d'investir dans une startup, ce qui va se passer, c'est que on va te mettre à disposition un pitch deck, donc qui va présenter l'activité de la startup, certains de ses chiffres, l'équipe, pourquoi son produit ou son service il est trop bien, c'est quoi un petit peu le marché total possible à aller chercher, c'est quoi l'idée marketing derrière, c'est quoi la façon dont le plan, on va dire la stratégie, ok? Et à côté de ça, tu as généralement également plus d'informations, potentiellement un mémo qui a été écrit par le fondateur, tu as également potentiellement accès à ce qu'on appelle une data room avec pas mal de chiffres sur la startup. Bref, tu as pas mal d'informations. Et en fait, en tant qu'investisseur, ce qui est extrêmement important de faire, c'est ce qu'on appelle une due diligence. Une due diligence, c'est-à-dire c'est prendre le temps qu'il faut pour aller vérifier toutes ces informations sur la base de ce qu'on nous a transmis directement de la part de l'entreprise, de la startup, qui elle va nous transmettre évidemment un tableau qui est généralement plutôt positif. Si la startup nous dit alors mon produit il est nul, on va pas faire de croissance, ou voilà on risque de se faire bouffer par la concurrence. Non, évidemment tout sera toujours très positif dans un pitch deck. Si tu ouvres tous les pitch decks, généralement tu as envie d'investir dans toutes les startups parce que leur solution elle est soi-disant magique, ils ont des grosses parts de marché à aller chercher, ils ont une grosse valorisation à aller chercher. Bref, tu as plein de startups dans lesquelles tu as envie d'investir. Mais il faut faire attention à ça parce que évidemment toutes les startups ne vont pas réussir. Il y en a évidemment beaucoup qui vont échouer. Il faut aller chercher les détails, il faut aller chercher les points d'attention sur lesquels il faut être vigilant pour être certain que la startup elle a mis toutes les chances de son côté. Donc c'est pour ça qu'il faut réaliser une due diligence sur la base de ce que la startup nous a proposé comme information et sur la base de ce qu'on va nous trouver comme information sur un côté un peu plus externe, sur la base de nos recherches, aussi bien sur Google, sur LinkedIn, sur des outils qui sont dédiés à tout ce qui est entreprise et startup pour aller chercher des informations sur l'historique de la startup, mais également sur l'historique de l'équipe qui construit cette startup. Donc sur cette due diligence, je vais te partager 5 critères que j'ai notés ici sur mon ordinateur et qui sont selon moi très importants. Le premier critère que je vais regarder très rapidement, c'est la traction financière. C'est-à-dire que personnellement, je fais le choix de ne pas investir dans une startup qui ne présente pas de traction financière. Donc c'est dire que si tu me présentes une startup avec un très beau pitch deck, une très belle idée, vraiment des choses qui peuvent m'exciter, mais que tu n'as fait 0 €, 0 $, tu n'as pas encore gagné de l'argent, tu n'as pas de traction financière, tu n'es pas en mesure de me dire janvier on a fait tant, février on a fait tant, mars on a fait tant, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas en train de demander une traction financière à coût de millions de dollars, évidemment. On investit dans des startups, donc la traction financière potentiellement sera sur des petits montants, mais je veux m'assurer qu'il y a déjà entre guillemets ce qu'on appelle un market fit, c'est-à-dire que ton produit ou ton service, il a déjà pu plaire à certains clients. Tu as déjà pu vendre, il y a déjà eu une réaction de la part du marché et maintenant il faut scaler tout ça, il faut optimiser le produit, il faut l'optimiser, etc. Mais je vais être sûr que tu as gagné de l'argent et qu'il y a un market fit. Donc ça, c'est extrêmement important. En fait, ça va très vite. Quand j'ouvre un pitch deck, quand j'ouvre un mémo, je regarde tout de suite l'endroit où c'est écrit revenu, traction. S'il n'y a pas ces mentions-là, s'il n'y a pas de revenus ou si c'est une entreprise, une startup qu'on dit pré-revenu, c'est-à-dire qu'elle est avant d'avoir gagné le moindre argent, ça dégage à la poubelle. Aussi belle ton idée soit-elle, ça ne m'intéresse pas. La traction d'utilisateurs également ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont d'abord se concentrer sur une traction sur les utilisateurs. Le produit, le service va être payant. Eux, ils veulent acquérir un maximum d'utilisateurs, parce qu'ils vont se dire, voilà, ça va être soit monétisé après, ou soit ma base client, ou plutôt prospect du coup, vu que c'est des utilisateurs, va valoir quelque chose et va pouvoir intéresser quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas non plus. Alors je regarde quand même avec un peu plus d'intérêt quand même, parce que si tu arrives à attirer des utilisateurs et à les rendre sticky, à faire en sorte qu'ils continuent d'utiliser le service sur le long terme, c'est très bien. Mais il y a un moment ou un autre, une startup, c'est une entreprise commerciale qui doit gagner de l'argent. Donc il faut quand même penser à un moment ou à un autre à gagner de l'argent. Et souvent, le problème des utilisateurs qui n'ont jamais payé et à qui on leur demande de payer, eh bien, c'est difficile. Alors que s'ils ont payé dès le début, c'est quand même beaucoup plus simple parce que dès le début, on a été clair avec eux. On leur a dit, mon service, mon produit, il est payant, il faut payer. S'ils ont payé, c'est bon signe. Alors que quelqu'un qui n'a pas payé pendant 2 ans et on lui dit maintenant, il faut payer, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, première chose, traction financière. La deuxième chose, ça va être l'équipe. Alors évidemment, il n'y a pas de belle startup sans une belle équipe. On a souvent tendance à dire qu'un produit de catégorie B pourra très bien marcher avec une équipe de catégorie A, alors que l'inverse n'est pas vrai. Une équipe de catégorie B ne pourra pas faire marcher un produit de catégorie A. Donc en vrai, en conclusion plutôt, l'équipe est bien plus importante que le produit que tu vends. Et on le voit en fait, souvent une équipe qui est capable d'être réactive, qui est capable de faire
parfois demi-tour, de reculer pour mieux sauter en avant ou changer complètement d'angle, c'est souvent celles qui s'en sortiront le mieux. Moi, j'ai des startups qui ont évidemment changé un petit peu de direction, ou même parfois beaucoup de direction par rapport à ce qu'elles avaient prévu de faire ou par rapport à ce dans quoi j'ai investi par rapport au pitch deck, etc. Et c'est pas grave parce qu'au moins ça démontre une capacité à savoir rebondir par rapport au challenge. Des fois, il y a des startups qui se retrouvent face à une réglementation ou un changement juridique ou politique dans un pays et ce qui fait que leur cœur d'activité est directement menacé et elles doivent rebondir par rapport aux fonds qu'elles ont levés et par rapport à ce qu'elles peuvent faire. Donc ça, c'est très très bien. Et c'est important d'avoir une équipe qui est capable d'être en mesure de réagir très très vite. Mais surtout au-delà de ça, c'est important d'avoir une équipe qui a des compétences. C'est-à-dire que voilà, une équipe qui arrive et qui a aucun background corporate dans ce secteur, qui a aucun background éducatif dans ce secteur ou cette industrie, qui n'a jamais souffert la problématique qu'elle cherche à vendre. Moi, j'aime bien les fondateurs qui ont créé une startup parce que ils ont souffert eux-mêmes d'un manque, de quelque chose qui les a frustrés. On peut parler d'un exemple français. Blablacar, hein, le CEO Frédéric Mazzella qui raconte souvent cette histoire, qui nous dit que le soir de Noël, il devait rejoindre sa famille, il n'y avait plus de train, tout était full et il était frustré de se dire putain, je vois toutes ces bagnoles sur l'autoroute avec ces gens qui sont seuls dans leur putain de bagnole et moi je peux pas me déplacer, je peux pas aller rejoindre ma famille. C'est comme ça qu'est né Blablacar. Donc j'aime bien quand les fondateurs ils créent un projet qui part d'une souffrance. Et c'est souvent là où on a quand même une équipe qui connaît son sujet et qui va pouvoir déployer une solution. Donc ça, c'est top. Et ce que j'aime également beaucoup, c'est quand les entrepreneurs, l'équipe a déjà créé une boîte auparavant et l'a ramené déjà à un succès, c'est-à-dire une IPO, une introduction en bourse, un rachat ou des choses comme ça. Quand je vois ça, déjà, ça me plaît parce que je sais que c'est pas la première fois et qu'elle sait déjà comment créer une startup, comment créer une entreprise, comment amener de la croissance, comment la revendre, comment l'introduire en bourse. Et ça, c'est excellent parce que ça veut dire qu'il y a évidemment derrière une expérience personnelle, mais également un réseau et un carnet d'adresses. Donc ça, c'est génial. Donc, deuxième critère, l'équipe. La troisième paramètre que j'ai regardé, c'est qui sont les co-investisseurs. Qui va investir à mes côtés dans la startup qui me plaît là devant moi. Si je vois que ce sont des grands noms, des grands incubateurs, des grands fonds d'investissement, j'aime beaucoup, ça me rassure. Par exemple, si je vois du Y Combinator, du Sequoia Capital, du A16Z, du Soma Capital, si je vois du quoi d'autre, qu'est-ce que j'ai noté, du Tiger Global, du SoftBank, etc. Je ne sais pas si ça te parle ces noms, mais ce sont littéralement les mastodontes du private equity. Ça me plaît énormément. Alors attention, ça ne veut pas dire que parce qu'on a Sequoia ou parce qu'on a Tiger Global en co-investisseur que l'entreprise va évidemment réussir, performer, s'introduire en bourse avec un record. Non, évidemment. Eux n'ont pas de boule de cristal non plus. Ils ont investi dans la startup parce qu'ils ont considéré après leur due diligence qu'il y avait un potentiel et qu'il y avait quelque chose à faire, mais ce n'est évidemment pas une garantie. Mais ce qui me plaît, c'est que ces gens, comme je te l'ai dit, ils ont fait également leur due diligence. Donc si un Sequoia Capital a fait sa due diligence et a considéré que ça valait le coup, la peine de mettre un billet dans cette startup, c'est que ils y ont vu évidemment un intérêt qui est extrêmement intéressant pour eux parce que leur cœur d'activité à eux, c'est de faire du private equity et de gagner de l'argent avec ces startups en les introduisant en bourse, en les revendant ensuite à d'autres acteurs. Donc ça, c'est extrêmement important et un côté rassurant, mais ça ne doit pas évidemment tout faire. Il y a des startups qui n'ont jamais eu de gros investisseurs à leur côté et qui ont très très bien marché, tout comme il y a des startups qui ont Sequoia ou Y Combinator à leur côté et qui vont finir par faire faillite. Donc évidemment, ce n'est pas une garantie, même si évidemment les stats sont généralement quand même du côté des Y Combinator et de Sequoia qui ont quand même des taux de réussite qui sont relativement intéressants. Ok. Ensuite, quatrième critère déjà, c'est d'avoir un produit qui est facilement scalable avec un fort avantage compétitif. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que moi, j'aime bien investir uniquement dans les produits qui sont technologiques, qu'on peut dupliquer, qu'on peut scaler facilement. Aujourd'hui, si tu vends, je sais pas, un t-shirt, c'est difficilement scalable dans le sens où il faut une matière première, il faut la travailler, il faut la confectionner, il faut l'emballer, il faut l'envoyer. Bref, il y a une logistique humaine et tout simplement une logistique de terrain qui est compliquée parce qu'on dépend d'une ressource première. Okay, quand on parle de technologie, quand on parle d'une application, quand on parle d'une plateforme, quand on parle d'un algorithme, quand on parle d'un site internet, de tout ce que tu veux, eh bien, en fait, tu peux scaler extrêmement facilement. Si tu parles d'un site comme, je sais pas, je sais pas, Uber ou Facebook, tu peux scaler très facilement. Il suffit simplement d'aller chercher les utilisateurs. Eux vont télécharger l'application sur leur téléphone, vont s'en servir, vont en parler à leurs amis, vont propager un petit peu l'information et tu peux scaler très très vite simplement avec du budget marketing. Alors que scaler, je sais pas, la construction d'un hôtel comme ici, eh bien non, tu scales pas ça en 3 heures ou en 3 mois ou en 3 ans. C'est extrêmement long de construire un hôtel et d'en construire partout sur des gros volumes. Alors que faire du volume sur des applications ou des algorithmes, des choses comme ça, c'est extrêmement, enfin c'est pas extrêmement simple, c'est beaucoup plus simple. Ok.
Donc c'est pour ça que j'aime bien aller chercher des startups qui proposent des solutions technologiques parce qu'en plus de ça, ça permet d'avoir de très très grosses marges. Évidemment, la marge sur un t-shirt et la marge sur un abonnement à une plateforme qui, je sais pas, à 20 € par mois, eh bien ta marge sera évidemment plus élevée sur un abonnement numérique à une plateforme que sur un t-shirt. Donc qui dit grosse marge dit gros bénéfice, dit potentiellement grosse traction, gros volume, gros chiffre d'affaires, grosse valorisation in fine, et c'est ce qu'on recherche évidemment, c'est la valorisation, parce que c'est sur la base d'une valorisation que potentiellement tu vas pouvoir t'introduire en bourse d'une façon très très sympathique ou te faire acheter de façon très très sympathique. Alors que si tu dis à quelqu'un j'ai une marge de 3%, bah, évidemment il va voir que les bénéfices sont faibles avec beaucoup de volume, et donc la valorisation ou le prix d'achat sera pas le même que si tu dis je fais tant de chiffre d'affaires mais ma marge c'est 90%. Là évidemment c'est pas du tout les mêmes prix à l'achat. Ok. Avantage compétitif également extrêmement important. L'avantage compétitif, c'est quoi? C'est quand tu es par exemple extrêmement gros tel que Amazon et que tu as des effets d'échelle, des effets on va dire d'économie qui sont énormes. Ça peut être un algorithme, un brevet qui protège ta marque. Je sais pas, l'algorithme de Google par exemple, il est aujourd'hui invincible. Personne ne peut concurrencer Google. On peut penser également à l'effet de réseau en termes d'avantage compétitif. C'est-à-dire que l'information se propage très très vite. Je sais pas, Facebook, quand quelqu'un s'inscrit sur Facebook, il invite tous ses amis, qui à nouveau invite tous leurs amis, qui à nouveau invite tous leurs amis. Et on a un effet de réseau, donc ça c'est également un avantage compétitif. Ça peut être également une marque forte. Aujourd'hui, on a plein de marques fortes qui sont inconcurrençables. Je sais pas si je te parle de marques de luxe telles que Dior, Cartier ou même du pas luxe, je sais pas, Nike ou Apple sont des marques qui sont extrêmement fortes, que tout le monde connaît, et c'est un vrai avantage compétitif. Donc tout ça sont des avantages compétitifs, et c'est vraiment très important d'aller chercher des avantages compétitifs quand tu investis dans une startup, parce que tu dois penser à qu'est-ce qui fait que ma startup est unique, qu'est-ce qui fait que elle sera différente des concurrents, et qu'est-ce qui fait que personne ne pourra venir la concurrencer, ou qu'en tout cas ça sera très très compliqué. C'est ce qu'on appelle en anglais le moat, c'est l'avantage compétitif à l'idée voilà, des douves autour d'un château qui protègent le château en lui-même. Donc le château c'est ta startup, les moats autour c'est les douves qui viennent protéger ton château, qui le rend en fait invincible. En tout cas c'est le but, ok? Et le cinquième et dernier critère, c'est la valorisation. Et évidemment, on ne veut pas investir dans une startup à n'importe quelle valorisation. On veut faire en sorte toujours d'acheter un actif à son juste prix. Quand tu investis dans un bien immobilier, tu fais en sorte de regarder son prix. Quand tu investis dans une action bourse, tu regardes son prix. Quand tu investis dans, je sais pas, tu achètes un business, tu regardes son prix par rapport à ce qui est généré en face, au loyer, aux dividendes, au chiffre d'affaires. En startup, c'est pareil. En private equity, c'est pareil. Tu veux pas investir dans une startup qui a une trop grosse valorisation par rapport à son chiffre d'affaires. Se baser sur les projections du futur, c'est bien, mais t'achètes à un instant T. Donc, sur l'instant T, par rapport à ce qui est généré en chiffre d'affaires et par rapport à ce que tu me proposes en valorisation, il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a plein de startups qui, en 2021, ont proposé des valorisations qui étaient déconnantes parce qu'on était dans une sorte un petit peu d'ébullition du private equity, il y avait le bull market, bref, il y avait une reprise des marchés, etc. Et en fait, j'ai vu passer des valorisations totalement déconnante par rapport au chiffre d'affaires qui était généré. Et ça, faut faire très très attention parce que, évidemment, on se base sur le futur, sur un pari sur le futur, mais regarde ce qui se passe en 2022. Le secteur du private equity a quand même pris une grosse claque, et il y a pas mal de startups qui lèvent aujourd'hui des fonds sur une valorisation qui est inférieure à celle sur laquelle ils ont levé des fonds précédemment. Donc s'ils avaient levé, je sais pas, à 100 millions en 2020, peut-être qu'en 2022, ils lèvent sur une base de 70 millions, 80 millions. On l'a vu sur plein d'entreprises là en 2022, on le voit beaucoup. Ça s'est quand même pas mal tassé en 2022. Il faut faire très très attention sur quelle valorisation tu lèves des fonds, parce que sinon ça se retourne contre toi en tant qu'investisseur. Si tu penses que la boîte elle vaut 100 millions alors qu'en réalité elle vaut que 50 millions sur la base de son chiffre d'affaires, n'y va pas. Parce que encore une fois, si tu payes 2 fois trop cher ton actif, c'est pas une bonne chose. Alors évidemment, il faut nuancer la chose. C'est-à-dire que si la startup a réellement un très 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 beau potentiel, un produit, un service unique, de beaux investisseurs, une belle traction financière, et qu'elle est un poil trop chère, attention, il faut faire quand même un choix qui est intelligent. Si tu estimes que tu as potentiellement encore un x100 à aller chercher sur la base de ce qui t'est proposé, ça serait bête de chipoter pour 10, 20, 30, 40, 50 millions de valorisation si tu estimes qu'elle a encore un très très gros potentiel à aller chercher. Encore une fois, l'investissement dans les startups, c'est très risqué. Donc, si tu vois une boîte à 50 millions, tu estimes qu'elle peut valoir 5 milliards et qu'en fait, tu penses que sur l'instant T, elle vaut que 20 millions, non. Faut y aller. Parce que de 50 millions à 5 milliards, tu as encore un x100. Et si tu penses que par rapport à son chiffre d'affaires d'aujourd'hui, ça vaut que 20 millions, tu serais bête de pas aller à 50 millions. Parce qu'elle a encore beaucoup de choses à aller faire devant elle. Elle a encore beaucoup de valo à aller chercher. Donc tout ça, c'est très relatif, la valorisation. Mais il faut quand même la regarder. Parce qu'évidemment, on n'investit pas dans quelque chose qui se prétend valoir 1 milliard si ça vaut en réalité que 100 millions. Encore une fois, il y a eu quand même beaucoup d'abus dans le jeu des valorisations. Et c'est évidemment un paramètre très très important à regarder. Bref, les amis, je pense que je t'ai tout dit. Ah oui, en bonus, je voulais te dire, il y a également le côté feeling. C'est-à-dire que
quand tu investis dans une startup, bah, tu sais jamais vers où on va. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a une idée, il y a une belle idée, il y a une belle équipe, il y a un beau pitch deck, il y a tout qui est beau, voilà, il y a un marché qui est là, etc. On nous vend le truc, mais il faut quand même avoir un petit peu le feeling. C'est-à-dire qu'il y a parfois des projets, je sais pas pourquoi on a le feeling. On se dit, bon, là, ça réunit pas tous mes critères, là, il y a ci, là, il y a ça, peut-être même pas encore de revenus. Ça m'est arrivé sur une ou deux startups de me dire, là, pas du tout de revenus, ça me plaît pas du tout, il n'y a pas de traction financière du coup, mais j'y vais parce que, bah, je sais pas, il y a vraiment une équipe qui est bonne en face, qui est vraiment qualifiée, qui a déjà un beau vécu, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu et j'y suis allé. C'est pour ça qu'il faut avoir quand même une part de feeling parce que en fait si tu regardais le pitch deck de Uber à l'époque, il était franchement presque dégueulasse. En tout cas, on pouvait pas forcément s'imaginer que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui. Ou même l'idée de Airbnb. Qui aurait investi à Airbnb à ses tout débuts quand on t'aurait dit bah, l'idée c'est que tu poses un matelas dans ton salon et qu'il y a des inconnus qui vont venir chez toi parce que bah, en fait ils ont soit pas trouvé d'hôtel ou soit parce qu'ils veulent payer moins cher. Non, aujourd'hui ça paraît évident, ça s'est démocratisé, on est devenu limite pour certains des professionnels du Airbnb avec des vraies prestations. Non, à l'époque c'était quand même bed and breakfast, c'est-à-dire on fout un matelas dans le salon, on dépanne quelqu'un, on lui fout un café dans la gueule et il s'en va. Non, à l'époque franchement c'était quand même avant-gardiste et les gens se seraient dit bah non mais je vais pas accueillir un inconnu chez moi, je le connais pas, je sais pas c'est qui, peut-être qu'il est dangereux. Blablabli, blablabla, il n'y a peut-être pas autant de sécurité sur la plateforme avec des notations, des garanties avec des passeports qui étaient scannés dans tous les sens, des choses comme ça. Donc, qui aurait investi à Airbnb dans Airbnb au tout début? Peut-être pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut également avoir eh bien, ce côté feeling, parfois dans certaines startups, de se dire ouais, là je le sens, là il y a quelque chose, là il y a une bonne équipe, là il y a une vraie idée. C'est encore très avant-gardiste, mais pourquoi pas? On peut le voir potentiellement en ce moment avec tout ce qui est Web.3, blockchain, etc. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre, beaucoup de gens ont du mal à voir comment ça peut être déployé dans le futur concrètement dans la vie de tous les jours. Mais peut-être qu'il y a des gens qui investissent aujourd'hui, et c'est même sûr, dans des startups Web.3 et blockchain qui seront les fortunes de demain parce qu'ils auront été avant-gardistes et qu'ils ont eu le feeling et qu'ils ont vu quelque chose que d'autres n'ont pas vu. Voilà les amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ci-dessous si vous avez déjà investi dans une startup et si oui ce que vous regardez avant d'investir. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous regardez. Partagez cette vidéo à vos amis qui sont investisseurs. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo. Bref, comme d'habitude. Et lisez bien la barre de description puisque j'ai pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider, notamment si tu veux investir avec moi, à m'écouter dans toutes les startups dans lesquelles j'investis. C'est quelque chose qui est entièrement possible. Donc, je t'invite à lire la barre de description pour que tu puisses investir à mes côtés. Potentiellement, on deviendra co-actionnaire dans certaines entreprises du monde entier. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.